La nation d'Angleterre. Je vous disais tout à l'heure, Archambault, que le parti navarrais se montrait bien actif. Dès le lendemain du banquet de Rouen, des messagers étaient partis en toutes directions. D'abord vers la tante et la sœur, mesdames Jeanne et Blanche. Le château des Reines-Veuves se mit à bruisser comme une fabrique de tisserands. Et puis vers le beau-frère, Phébus. Il faudra que je vous parle de lui. C'est un prince bien particulier, mais qui n'est point négligeable. Et comme notre Périgord est après tout moins distant de son Béarn que de Paris, il ne serait pas mauvais qu'un jour nous en causerons. Et puis Philippe d'Évreux, qui avait pris les choses en main et se substituait bien à son frère, expédia en Navarre l'ordre d'y lever des troupes et de les acheminer par la mer le plus tôt qu'on pourrait, cependant que Godefroy d'Harcourt organisait les gens de leur parti en Normandie. Et surtout, Philippe dépêcha en Angleterre les sires de Morbec et de Brévent, qui avaient participé aux négociations de naguère, pour requérir de l'aide. Le roi Édouard leur fit un accueil frais. J'aime loyauté dans les accords et que la conduite réponde à ce que la bouche a dit. Sans confiance entre rois qui s'allient, il n'est pas d'entreprise qui se puisse mener à bien. L'an passé, j'ai ouvert mes portes aux vassaux de Monseigneur de Navarre, j'ai équipé des troupes aux ordres du duc de Lancastre qui ont appuyé les siennes. Nous étions très avancés dans la préparation d'un traité à passer entre nous. Nous devions convenir d'une alliance perpétuelle et nous engager à ne jamais faire paix, trêve ni accord l'un sans l'autre, et aussitôt Monseigneur de Navarre débarqué en Cotentin, il accepte de traiter avec le roi Jean, lui jure bon amour et lui rend hommage. S'il est en geôle à présent, si son beau-père l'a pris au rais par coup de traîtrise, la faute n'est pas mienne. Et avant que de lui porter secours, j'aimerais savoir si mes parents d'Évreux ne viennent à moi que dans la détresse, pour se tourner vers d'autres aussitôt que je les en ai tirés. Néanmoins, il prit ses dispositions, appela le duc de Lancastre et fit commencer les apprêts d'une nouvelle expédition, en même temps qu'il adressait des instructions au prince de Galles à Bordeaux. Et comme il avait appris, par les envoyés navarrais, que Jean II le mettait en cause dans les accusations portées contre son gendre, il adressa des lettres au Saint-Père, à l'empereur et à divers princes chrétiens où il niait toute connivence avec Charles de Navarre, mais où d'autre part il blâmait fort Jean II de son manque de foi et de ses agissements que, pour l'honneur de la chevalerie, il eût aimé ne jamais voir chez un roi. Sa lettre au pape avait demandé moins de temps que celle du roi Jean, et elle était autrement troussée, veuillez m'en croire. Nous nous aimons guère, le roi Édouard et moi. Il me juge trop favorable toujours aux intérêts de la France, et moi je le tiens pour trop peu respectueux de la primauté de l'Église. Chaque fois que nous nous sommes vus, nous nous sommes heurtés. Il voudrait avoir un pape anglais, ou préférablement pas de pape du tout. Mais je reconnais qu'il est pour sa nation un prince excellent, habile, prudent quand il le doit, audacieux quand il le peut. L'Angleterre lui doit gros. Et puis, bien qu'il ne compte que 44 ans, il jouit du respect qui entoure un vieux roi quand il a été un bon roi. L'âge des souverains ne se mesure pas à la date de leur naissance, mais à la durée de leur règne. À cet égard, le roi Édouard fait figure d'ancien parmi tous les princes d'Occident. Le pape Innocent n'est suprême pontife que depuis 4 ans. L'empereur Charles, élu il y a 10 ans, n'est couronné que depuis 2. Jean de Valois a tout juste célébré en captivité, triste célébration, le 6e anniversaire de son sacre. Édouard III, lui, occupe son trône depuis 29 ans, bientôt 30. C'est un homme de belle stature et de grande prestance, assez corpulent. Il a de longs cheveux blonds, une barbe soyeuse et soignée, des yeux bleus un peu gros, un vrai capétien. Il ressemble fort à Philippe le Bel, son grand-père, dont il a plus d'une qualité. Dommage que le sang de nos rois ait donné un si bon produit en Angleterre et un si piètre en France. Avec l'âge, il semble de plus en plus porté au silence, comme son grand-père. Que voulez-vous, il y a 30 ans qu'il voit des hommes s'incliner devant lui. Il sait, à leur démarche, à leur regard, à leur ton, ce qu'ils espèrent de lui, ce qu'ils vont en requérir, quelles ambitions les animent et ce qu'ils valent pour l'État. Il est bref en ses ordres. Comme il dit, moins on prononce de paroles, moins elles sont répétées et moins elles sont faussées. Il se sait paré aux yeux de l'Europe d'une grande renommée, la bataille de l'Écluse, le siège de Calais, la victoire de Crécy. Il est le premier, depuis plus d'un siècle, à avoir battu la France, ou plutôt son rival français, puisqu'il n'a entrepris cette guerre, dit-il, que pour affirmer ses droits à la couronne de Saint-Louis, mais aussi pour mettre la main sur des provinces prospères. Il ne se passe guère d'années qu'il ne débarque des troupes sur le continent, tantôt en Boulonnais, tantôt en Bretagne.
ou bien qu'il n'ordonne, comme ces 2 derniers étés, une chevauchée à partir de son duché de Guyenne. Autrefois, il prenait lui-même la tête de ses armées, et il s'y est acquis une belle réputation de guerrier. À présent, il n'accompagne plus ses troupes. Il les fait commander par de bons capitaines qui se sont formés, campagne après campagne. Mais je pense qu'il doit surtout ses succès à ce qu'il entretient une armée permanente, composée pour le plus gros d'hommes de pied, et qui, toujours disponible, ne le coûte pas finalement plus cher que ces hostes pesants que l'on convoque à grands frais, que l'on dissout, qu'il faut rappeler, qui ne s'assemblent jamais à temps, qui sont équipés à la disparate et dont les partis ne savent point s'endenter pour manœuvrer en bataille. C'est fort beau de dire « la patrie est en péril, le roi nous appelle, chacun doit y courir ». Avec quoi? Avec des bâtons? Le temps vient où chaque roi prendra modèle sur celui d'Angleterre et fera faire la guerre par gens de métier bien assoldés, qui vont où on leur commande sans muser ni discuter. Voyez-vous, Archambault, il n'est point nécessaire à un royaume d'être très étendu ni très nombreux pour devenir puissant. Il faut seulement qu'il ait un peuple capable de fierté et d'effort, et qu'il soit assez longtemps conduit par un chef avisé, qui sache lui proposer de grandes ambitions. D'un pays qui comptait à peine 6 millions d'âmes, Galles comprises, avant la Grande Peste, et 4 millions seulement après le fléau, Édouard III a fait une nation prospère et redoutée, qui parle d'égal à égal avec la France et avec l'Empire. Le commerce des laines, le trafic des mers, la possession de l'Irlande, une bonne exploitation de l'abondante Aquitaine, les pouvoirs royaux partout exercés et partout obéis, une armée toujours prête et toujours occupée, c'est avec cela que l'Angleterre est si forte, et qu'elle est riche. Le roi lui-même possède des biens immenses. On dit qu'il ne saurait compter sa fortune, mais moi je sais bien qu'il la compte, sinon il ne l'aurait pas. Il l'a commencé il y a 30 ans, en trouvant pour héritage un trésor vide et des dettes dans toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est à lui qu'on vient emprunter. Il a rebâti Windsor, il a embelli Westminster, oui, Westmoutier, si vous voulez. À force d'aller là-bas, j'ai fini par prononcer à l'anglaise. Car, chose curieuse à remarquer, à mesure qu'ils s'emploient à conquérir la France, les Anglais, même à la cour, parlent de plus en plus leur langue saxonne, et de moins en moins la française. En chacune de ces résidences, le roi Édouard entasse des merveilles. Il achète beaucoup aux marchands lombards et aux navigateurs chypriotes, non seulement des épices d'Orient, mais aussi toutes sortes d'objets ouvragés qui fournissent des modèles à ces industries. À propos d'épices, il faudra que je vous entretienne du poivre, mon neveu. C'est fort bon placement. Le poivre ne s'altère pas. Sa valeur marchande n'a cessé de croître ces dernières années, et tout permet de penser qu'elle continuera. J'en ai pour 10 000 florins dans un entrepôt de Montpellier. J'ai pris ce poivre en remboursement d'une moitié de la dette d'un marchand de là-bas, qui se nomme Pierre de Rambert et qui ne pouvait solder ses approvisionneurs à Chypre. Comme je suis chanoine de Nicosie, sans y être allé, hélas, car cette île a grande réputation de beauté. J'ai ainsi pu arranger son affaire. Mais revenons à notre sire Édouard. Table de roi chez lui n'est pas un vain mot, et qui s'y assoit pour la première fois a le souffle retenu par la profusion d'or qui s'y étale. Un cerf d'or, presque aussi gros qu'un vrai, en décore le centre. À nappe, aiguière, plat, cuillère, couteau, salière, tout est en or. Les huissiers de cuisine portent à chaque service de quoi battre monnaie pour tout un comté. Si d'aventure nous sommes dans le besoin, nous pourrons vendre tout cela, dit-il. Mais dans les moments de gêne, quel trésor n'en connaît pas, Édouard est toujours assuré de trouver du crédit, parce qu'on le sait posséder ses richesses. Lui-même ne paraît devant ses sujets que superbement atourné, couvert de fourrures précieuses et de vêtements brodés, étincelant de joyaux et chaussé d'éperons d'or. Et dans cet étalage de splendeur, Dieu n'est pas oublié. La seule chapelle de Westminster est desservie par 14 vicaires, à quoi s'ajoutent les clercs, choristes et tous les servants de sacristie. Pour faire pièce au pape, qu'il dit être sous la main des Français, il multiplie les emplois d'église et ne les veut voir conférer qu'à des Anglais, sans partage des bénéfices avec le Saint-Siège, ce sur quoi nous nous sommes toujours heurtés. Après Dieu servi, la famille. Édouard III a 10 enfants vivants. L'aîné, prince de Galles et duc d'Aquitaine, est ce que vous savez, il a 26 ans. Le plus jeune, le comte de Buckingham, vient à peine de quitter le sein de sa nourrice. À tous ses fils, le roi Édouard constitue des maisons imposantes, et à ses filles, il cherche de hauts établissements qui peuvent servir ses desseins. Je gage qu'il se serait fort ennuyé à vivre, le roi Édouard, s'il n'avait pas été désigné par la Providence pour ce qu'il était le plus apte à faire, gouverner. Oui, il aurait eu peu d'intérêt à durer, à vieillir, à regarder la mort venir,
s'ils n'avaient pas eu à arbitrer les passions des autres et à leur désigner des buts qui les aident à s'oublier, car les hommes ne trouvent d'honneur et de prix à vivre que s'ils vouent leurs actes et leurs pensées à quelque grande entreprise avec laquelle ils puissent se confondre. C'est cela qui l'a inspiré, quand il a créé à Calais son ordre de la Jarretière, un ordre qui prospère, et dont ce pauvre Jean II, avec son étoile, n'a produit qu'une pompeuse d'abord et puis piteuse copie. Et c'est encore à cette volonté de grandeur que le roi Édouard répond quand il poursuit le projet non avoué mais visible d'une Europe anglaise. Non pas qu'il songe à placer l'Occident directement sous sa main, ni qu'il veuille conquérir tous les royaumes et les mettre en servage, non. Il pense plutôt à un libre groupement de rois ou de gouvernements dans lequel il aurait préséance et commandement, et avec lequel non seulement il ferait régner la paix à l'intérieur de cette entente, mais encore n'aurait plus rien à redouter du côté de l'Empire, si même il ne l'englobait, ni plus rien à devoir au Saint-Siège. Je le soupçonne de nourrir secrètement cette intention-là. Il a déjà réussi avec les Flandres qu'il a détachés de la France. Il intervient dans les affaires d'Espagne, il pousse des antennes en Méditerranée. Ah, s'il avait la France, vous imaginez que ne ferait-il pas, que ne pourrait-il faire à partir d'elle? Son idée, d'ailleurs, n'est pas toute neuve. Le roi Philippe le Bel, son grand-père, avait eu déjà un projet de paix perpétuelle pour unir l'Europe. Édouard se plaît à parler français avec les Français, anglais avec les Anglais. Il peut s'adresser aux Flamands dans leur langue, ce dont ils sont flattés et qui lui a valu maints succès auprès d'eux. Avec les autres, il parle latin. Alors, me direz-vous, un roi si doué, si capable et que la fortune accompagne, pourquoi ne pas s'accorder à lui et favoriser ses prétentions sur la France? Pourquoi tant faire afin de maintenir au trône ce niais arrogant, né sous de mauvaises étoiles, dont la Providence nous a gratifiés, sans doute pour éprouver ce malheureux royaume? Eh, mon neveu, c'est que la belle entente à former entre les royaumes du couchant, nous la voulons bien, mais nous la voulons française. Je veux dire de direction et de prééminence française. L'Angleterre, nous en avons conviction, s'éloignerait bien vite si elle était trop puissante des lois de l'Église. La France est le royaume de Dieu désigné, et le roi Jean ne sera pas éternel. Mais vous comprenez aussi, Archambault, pourquoi le roi Édouard soutient avec tant de constance ce Charles le Mauvais qui l'a beaucoup trompé. C'est que la petite Navarre et le gros comté d'Évreux sont pièces non seulement dans son affaire avec la France, mais dans son jeu d'assemblage de royaumes qu'il bichemine en cervelle. Il faut bien que les rois aussi aient un peu à rêver. Bientôt après l'ambassade de nos bons hommes Morbec et Brévent, ce fut monseigneur Philippe d'Évreux-Navarre, comte de Longueville, qui vint lui-même en Angleterre. Blond, de belle taille et de nature fière, Philippe de Navarre est aussi loyal que son frère est fourbe, ce qui fait que, par loyauté à ce frère, il en épouse, mais de cœur convaincu, toutes les fourberies. Il n'a pas le grand talent de parole de son aîné, mais il séduit par la chaleur de l'âme. Il plut fort à la reine Philippa, qui dit qu'il ressemblait tout à fait à son époux, au même âge. Ce n'est pas grande merveille, ils sont cousins plusieurs fois. Bonne reine Philippa. Elle a été une demoiselle ronde et rose qui promettait de devenir grasse, comme souvent les femmes du Hainaut. Elle a tenu promesse. Le roi l'a aimée de bon amour, mais il a eu, l'âge venant, d'autres entraînements du cœur, rares mais violents. Il y eut la comtesse de Salisbury, et à présent c'est dame Alice Perrère ou Perrière, une suivante de la reine. Pour calmer son dépit, Philippa mange, et elle devient de plus en plus grosse. La reine Isabelle, mais si, elle vit toujours. Du moins, elle vivait encore le mois dernier, à Castle Rising, un grand et triste château où son fils l'a enfermé, après qu'il eut fait exécuter son amant, Lord Mortimer, il y a 28 ans. Libre, elle lui aurait causé trop de soucis, la louve de France. Il vient la visiter une fois l'an, au temps de Noël. C'est d'elle qu'il tient ses droits sur la France. Mais c'est elle aussi qui a causé la crise dynastique en dénonçant l'adultère de Marguerite de Bourgogne et fournit bonne raison pour écarter de la succession la descendance de Louis Hutin. Il y a de la dérision, vous l'avouerez, à voir 40 ans après le petit-fils de Marguerite de Bourgogne et le fils d'Isabelle faire alliance. Ah, il suffit de vivre pour avoir tout vu. Et voilà Édouard et Philippe de Navarre à Windsor, remettant en chantier ce traité interrompu et dont les premières assises avaient été posées lors des entretiens d'Avignon, toujours traité secret.
Dans les rédactions préparatoires, les noms des princes contractants ne devaient pas figurer en clair. Le roi d'Angleterre y est appelé l'aîné, et le roi de Navarre le cadet. Comme si cela pouvait suffire à les masquer, et comme si la teneur des notes ne les désignait pas à l'évidence. Ce sont là précautions de chancellerie qui n'abusent guère ceux dont on se défie. Quand on veut qu'un secret soit gardé, eh bien il ne faut pas l'écrire, voilà tout. Le cadet reconnaissait l'aîné pour le roi de France légitime. Toujours la même chose, c'est le début et l'essentiel, c'est la clé de voûte de l'accord. L'aîné reconnaît au cadet le duché de Normandie, les comtés de Champagne et de Brie, la vicomté de Chartres et tout le Languedoc, avec Toulouse, Béziers, Montpellier. Il paraît qu'Édouard n'a pas cédé sur l'Angoumois, trop près de la Guyenne, ce doit être pour cela. Il ne laisserait pas Navarre, si ce traité doit avoir effet, qu'à Dieu ne plaise, prendre pied entre l'Aquitaine et le Poitou. En revanche, il aurait accordé la Bigorre, ce que Phébus, si cela lui est venu aux oreilles, ne doit guère goûter. Comme vous voyez, tout cela additionné, cela fait un gros morceau de France, un très gros morceau. Et l'on peut se surprendre qu'un homme qui prétend à y régner en abandonne tout à un seul vassal. Mais d'une part, cette sorte de vice-royauté qu'il confère à Navarre répond bien à cette idée d'empire nouveau qu'il caresse. Et d'autre part, plus il accroît les possessions du prince qui le reconnaît pour roi, plus il élargit l'assise territoriale de sa légitimité. Au lieu d'avoir à gagner les ralliements pièce à pièce, il peut soutenir qu'il est reconnu d'un coup par toutes ses provinces. Pour le reste, partage des frais de la guerre, engagement à ne point conclure de trêves séparées, ce sont clauses habituelles et reprises du projet précédent. Mais l'alliance est énoncée alliance perpétuelle. Je me suis laissé dire qu'il y eut une plaisante passe entre Édouard et Philippe de Navarre parce que celui-ci demandait que fût inscrit au traité le versement des 100 000 écus, jamais payés, qui figurait sur le contrat de mariage entre Charles de Navarre et Jeanne de Valois. Le roi Édouard s'étonna. Pourquoi aurais-je à payer les dettes du roi Jean ? Si fait, vous le remplacez au trône, vous le remplacez aussi dans ses obligations. Le jeune Philippe ne manquait pas d'aplomb. Il faut avoir son âge pour oser de ces choses. Cela fit rire Édouard III, qui ne rit guère à son ordinaire. Soit, mais après que j'aurais été sacré à Reims, pas avant le sacre. Et Philippe de Navarre repartit pour la Normandie. Le temps de mettre sur vélin ce dont on était convenu, d'en discuter les termes, article par article, de passer les notes d'un côté à l'autre de la Manche, l'aîné, le cadet, et puis aussi les soucis de la guerre, tout cela fit que le traité, toujours secret, toujours connu, au moins de ceux qui avaient intérêt à en connaître, ne devait finalement être signé qu'au début de septembre, au château de Clarendon, il y a seulement 3 mois, fort peu avant la bataille de Poitiers. Signé par qui ? Par Philippe de Navarre, qui fit à ce dessein un second voyage en Angleterre. Vous comprenez à présent, Archambault, pourquoi le dauphin, qui était si fort opposé, vous l'avez vu, à l'arrestation du roi de Navarre, le maintient si obstinément en prison, alors que, commandant séant au royaume, il aurait tout loisir de le libérer, comme de maintes parts on l'empresse. Aussi longtemps que le traité n'est signé que par Philippe de Navarre, on peut le tenir pour nul. Dès lors qu'il serait ratifié par Charles, ce serait une autre affaire. À l'heure où nous sommes, le roi de Navarre, parce que le fils du roi de France le tient prisonnier en Picardie, ne sait pas encore, il est sans doute le seul, qu'il a reconnu le roi d'Angleterre pour roi de France, mais d'une reconnaissance sans vigueur, puisqu'il ne peut la signer. Voilà qui ajoute un beau nœud d'embrouille, où une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits, que nous allons tenter de défaire à Metz. Je gage que dans 40 ans d'ici, personne n'y comprendra plus rien, sauf vous, peut-être, ou votre fils, parce que vous lui aurez raconté. Le pape et le monde. Ne vous avais-je pas dit que nous aurions des nouvelles à Sens, mais de bonnes nouvelles. Le dauphin, plantant là ses états généraux tout houleux, où Marcel réclame la destitution du Grand Conseil, et où l'évêque Lecoq, en même temps qu'il plaide pour la libération de Charles le Mauvais, s'oublie jusqu'à parler de déposer le roi Jean. Si, mon neveu, nous en sommes là. Il a fallu que le voisin de l'évêque lui écrase le pied pour qu'il se reprenne, et précise que ce n'étaient point les États qui pouvaient déposer un roi, mais le pape, à la demande des 3 États. Eh bien, le dauphin, roulant son monde, s'en est parti hier lundi pour Metz, lui aussi, avec 2000 chevaux. Il a allégué que les messages reçus de l'empereur lui faisaient obligation de se rendre à sa diète pour le bien du royaume. Oui, et surtout mon message. Il m'a entendu. De la sorte, les États sont dans le vide et vont se disperser sans avoir rien pu conclure. Si la ville se montrait par trop turbulente, il pourrait y revenir avec ses troupes.
il la tient sous menace. Autre bonne nouvelle, le Capocci ne vient pas à Metz. Il refuse de me retrouver. Bienheureux refus. Il se met en tort vis-à-vis du Saint-Père, et moi, je suis débarrassé de lui. J'envoie l'archevêque de Sens escorter le dauphin, qu'accompagne déjà l'archevêque chancelier, Pierre de la Forêt. Cela fait 2 hommes sages pour le conseiller. Pour ma part, j'ai 12 prélats dans ma suite, cela suffit. C'est autant qu'aucun légat n'en eut jamais. Et pas de Capocci. Vraiment, je ne peux comprendre pourquoi le Saint-Père s'est obstiné à me l'adjoindre et s'obstine encore à ne pas le rappeler. D'abord, sans lui, je serais parti plus tôt. Vraiment, ce fut un printemps perdu. Dès que nous sûmes l'affaire de Rouen, et que nous reçûmes en Avignon les lettres du roi Jean et du roi Édouard, et puis que nous apprîmes que le duc de Lancastre équipait une nouvelle expédition, cependant que l'Hoste de France était convoqué pour le 1er juin, je devinais que tout allait tourner au pire. Je dis au Saint-Père qu'il fallait envoyer un légat, ce dont il tomba d'accord. Il gémissait sur l'état de la chrétienté. J'étais prêt à partir dans la semaine. Il en fallut 3 pour rédiger les instructions. Je lui disais, mais quelles instructions, Sanctissimus Pater? Il n'est que de recopier celles que vous reçûtes de votre prédécesseur, le vénéré Clément VI, pour une mission toute semblable, voici 10 ans. Elles étaient fort bonnes. Mes instructions, c'est d'agir en tout pour empêcher une reprise générale de la guerre. Peut-être, au fond de lui, sans en avoir conscience, car il est certes incapable d'une mauvaise pensée volontaire, ne souhaitait-il pas tellement que je réussisse là où il avait échoué naguère, avant Crécy? Il l'avouait, du reste. Je me suis fait rebuffer méchamment par Édouard III, et je crains qu'il ne vous en advienne de même. C'est un homme fort déterminé, Édouard III, on ne le contourne pas aisément. De plus, il croit que tous les cardinaux français ont parti pris contre lui. Je vais envoyer avec vous notre vénérabilis frater Capocci. C'était cela son idée. Vénérabilis frater. Chaque pape doit commettre au moins une erreur durant son pontificat, sinon il serait le bon Dieu lui-même. Eh bien, l'erreur de Clément VI, c'est d'avoir donné le chapeau à Capocci. Et puis, m'a dit Innocent, si l'un de vous deux venait à souffrir de quelque maladie, notre Seigneur vous en garde, l'autre pourrait poursuivre la mission. Comme il se sent toujours malade, notre pauvre Saint-Père, il veut que chacun le soit aussi, et il vous ferait donner l'extrême onction dès que vous éternuez. M'avez-vous vu malade, depuis que nous sommes en route, Archambault? Mais le Capocci, lui, les chaos lui brisent les reins. Il lui faut s'arrêter toutes les 2 lieues pour pisser. Un jour, il sue de fièvre, un autre, il a un flux de ventre. Il voulait me prendre mon médecin, maître Vigier, dont vous reconnaîtrez qu'il n'est pas accablé de labeur, en tout cas de mon fait. Pour moi, le bon physicien est celui qui chaque matin me palpe, m'ausculte, me regarde l'œil et la langue, examine mes urines, ne m'impose pas trop de privations, ni ne me saigne plus d'1 fois le mois, et qui me tient en bonne santé. Et puis pour faire ses apprêts, le Capocci, il est de cette sorte de gens qui intriguent et insistent pour être chargés de mission, et qui, dès qu'ils l'ont obtenu, ne tarissent plus d'exigences. Un secrétaire papal, ce n'était point assez, il lui en fallait 2. Pour quel office, on se le demande, puisque toutes les lettres pour la curie, avant que nous ne soyons séparés, c'est moi qui ai dû les dicter et les corriger. Tout cela fit que nous ne partîmes qu'au temps du solstice, le 21 juin. Trop tard. On n'arrête point les guerres quand les armées sont en route. On les arrête dans la tête des rois, lorsque la décision est encore hésitante. Je vous dis, Archambault, un printemps perdu. La veille du départ, le Saint-Père me reçut, seul. Peut-être se repentait-il un peu de m'avoir infligé ce compagnon inutile. Je l'allais voir à Villeneuve, où il réside, car il refuse de loger dans le grand palais qu'ont bâti ses prédécesseurs. Trop de luxe, trop de pompe à son gré. Un train d'hôtel trop nombreux. Innocent a voulu satisfaire le sentiment public qui reprochait à la papauté de vivre dans trop de faste. Le sentiment public. Quelques écrivent ailleurs pour qui le fiel est l'encre naturelle. Quelques prêcheurs que le diable a envoyés dans l'église pour y mettre la discorde. Avec ceci, il suffisait d'une bonne excommunication bien assénée, avec cela une prébande ou un bénéfice accompagné de quelques préséances, car c'est l'envie, souvent, qui stimule leur crachat. Ce qu'ils entendent redresser dans le monde, c'est le trop peu de place à leurs yeux qu'ils y ont. Voyez Pétrarque, dont vous m'avez entendu parler l'autre jour avec monseigneur d'Auxerre. C'est un homme de mauvais naturel, mais de grand savoir et valeur, il faut le lui reconnaître, et qui est fort écouté des 2 côtés des Alpes. Il était ami de Dante Alighieri, qui l'amena en Avignon, et il a été chargé de maintes missions entre les princes. Voilà quelqu'un qui écrivait qu'Avignon était la sentine des sentines, que tous les vices y prospéraient, que les aventuriers y grouillaient, que l'on y venait acheter les cardinaux, que le pape y tenait boutique de diocèse et d'abbaye, que les prélats y avaient des maîtresses et leurs maîtresses des maquereaux, enfin, la nouvelle Babylone. Sur moi-même,
il répondait de fort méchantes choses. Comme il n'était personne à considérer, je l'ai vu, je l'ai écouté, ce qui lui a donné de la satisfaction. J'ai arrangé quelques-unes de ses affaires. On disait qu'il se donnait aux arts noirs, magie et autre chose. Je lui ai fait rendre quelques bénéfices dont on avait privé. J'ai correspondu avec lui, en lui demandant de me copier dans chacune de ses lettres quelques vers ou sentences des grands poètes anciens qu'il possède à merveille, pour orner mes sermons, car moi je ne m'abuse point là-dessus, j'ai un style de légiste. À un moment même, je l'ai proposé pour un office de secrétaire papal, et il n'a tenu qu'à lui que la chose aboutit. Eh bien, il dit beaucoup moins de mal de la cour d'Avignon, et de moi il écrit merveille. Je suis un astre dans le ciel de l'Église, un pouvoir derrière le trône papal. J'égale ou surpasse en savoir aucun juriste de ce temps. J'ai été béni par la nature et raffiné par l'étude. Et l'on peut reconnaître en moi cette capacité d'embrasser toute chose de l'univers que Jules César attribuait à Pline l'Ancien. Oui, mon neveu, rien moins que cela. Et je n'ai nullement réduit mon appareil de maison, ni mon nombreux domestique qui naguère provoquait sa diatribe. Et il est reparti pour l'Italie, mon ami Pétrarque. Quelque chose en lui fait qu'il ne peut se fixer nulle part, comme son ami Dante, sur lequel il s'est beaucoup modelé. Il s'est inventé un amour sans mesure pour une dame qui ne fut jamais sa maîtresse et qui est morte. Avec cela, il a sa raison de sublime. Je l'aime bien, ce méchant homme. Il me manque. S'il était demeuré en Avignon, sans doute serait-il assis à votre place en ce moment, car je l'aurais pris dans mon bagage. Mais suivre le prétendu sentiment public, comme notre bon innocent, c'est montrer faiblesse, donner puissance à la critique et s'aliéner beaucoup des gens qui vous soutenaient, sans rallier aucun mécontent. Donc, pour donner image d'humilité, notre Saint-Père s'est allé loger dans son petit palais cardinalice à Villeneuve, de l'autre côté du Rhône. Mais même avec un train réduit, l'établissement s'est montré vraiment trop petit, alors il a fallu l'agrandir pour abriter les gens indispensables. La secrétairerie fonctionne mal, faute de place, les clercs changent sans cesse de chambre au fur et à mesure des travaux, les bulles s'écrivent dans la poussière, et comme beaucoup d'offices sont demeurés en Avignon, il faut sans cesse traverser le fleuve en affrontant le grand vent qui souffle souvent là-bas et qui l'hiver vous gèle jusqu'à l'os. Toutes les affaires prennent retard. En outre, comme il a été élu de préférence à Jean Birel, le général des Chartreux, qui jouissait d'une réputation de sainteté parfaite, je me demande après tout si j'ai eu raison de l'écarter. Il n'aurait pas été plus malencontreux. Notre Saint-Père a fait vœu de fonder une chartreuse. On l'a bâti en ce moment entre le logis pontifical et un nouvel appareil de défense, le Fort Saint-André, que l'on est en train justement d'édifier. Mais là, ce sont les officiers du roi qui ordonnancent les travaux. Si bien que la chrétienté, pour l'heure, est commandée au milieu d'un chantier. Le Saint-Père me reçut dans sa chapelle, d'où il ne sort guère, une petite abside à 5 pans, attenante à la grande chambre d'audience, parce qu'il a besoin tout de même d'une salle d'audience, il s'en est avisé, et qu'il a fait orner par un imagier venu de Viterbe, Matteo Giovanotto, Giovanelli, Giovanetti. C'est bleu, c'est pâle, ça conviendrait à un couvent de nonnes. Moi, je n'aime guère. Pas assez de rouge, pas assez d'or. Les couleurs vives ne coûtent pas plus cher que les autres. Et le bruit, mon neveu. Il paraît que c'est le séjour le plus calme de tout le palais, et que c'est pourquoi le Saint-Père s'y retire. Les scies grincent dans la pierre, les marteaux cliquettent contre les burins, les palans crissent, les charrois roulent, les madriers rebondissent. Les ouvriers se hèlent et se querellent. Traiter de graves sujets dans ce vacarme, c'est le purgatoire. Je comprends qu'il souffre de la tête, le Saint-Père. Vous voyez, mon vénérable frère, me dit-il, je dépense beaucoup d'argent et me cause beaucoup de tracas pour construire autour de moi les apparences de la pauvreté. Et puis, il me faut tout de même entretenir le grand palais d'en face. Je ne peux pas le laisser crouler. Il me touche le cœur, le pape Aubert, quand il se moque de lui-même, tristement, et semble reconnaître ses erreurs, pour me faire plaisir. Il était assis sur un piètre faux d'Esteuil dont je n'aurais pas voulu pour siège dans mon premier évêché. Comme à l'accoutumée, il s'est tenu penché tout le long de l'entretien, un grand nez busqué dans le prolongement du front, de grandes narines, de grands sourcils levés très haut, de grandes oreilles dont le lobe sort du bonnet blanc, les coins de la bouche abaissés dans la barbe frisée. Il est de corps puissamment charpenté et l'on s'étonne qu'il ait une santé si fragile. Un sculpteur sur pierre travaille à fixer son image pour son gisant, parce qu'il ne veut pas de statue debout, ostentation, mais il accepte tout de même d'avoir un tombeau. Il était dans un jour à se complaindre. Il continua, « Chaque pape, mon frère, doit vivre à sa manière la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La mienne est dans l'échec de toutes mes entreprises. Depuis que la volonté de Dieu m'a hissé au sommet de l'Église, je me sens les mains clouées.
Qu'ai-je accompli, qu'ai-je réussi durant ces 3 années et demie? La volonté de Dieu, certes, mais reconnaissons qu'elle a choisi de s'exprimer un peu à travers ma modeste personne, ce qui me permet quelque liberté avec le Saint-Père. Mais il est des choses malgré tout que je ne peux pas lui dire. Je ne puis lui dire, par exemple, que les hommes qui se trouvent investis d'une autorité suprême ne doivent pas chercher à trop modifier le monde pour justifier leur élévation. Il y a chez les grands humbles une forme sournoise d'orgueil qui est souvent la cause de leurs échecs. Les projets du pape Innocent, ces hautes entreprises, je les connais bien. Il y en a 3, qui se commandent l'une l'autre. La plus ambitieuse, réunir les églises latines et grecques, sous l'autorité de la catholique, bien sûr. Ressouder l'Orient et l'Occident, rétablir l'unité du monde chrétien, c'est le rêve de tout pape depuis 1000 ans. Et j'avais, avec Clément VI, fort avancé les choses, plus loin qu'elles ne le furent jamais, et en tout cas qu'elles ne le sont à présent. Innocent a repris le projet à son compte, et comme si l'idée lui était venue, toute neuve, par visitation du Saint-Esprit. Ne disputons point. Pour y parvenir, seconde entreprise, et préalable à la première, réinstaller la papauté à Rome, parce que l'autorité du pape sur les chrétiens d'Orient ne saurait être acceptée que si elle s'exprime du haut du trône de Saint-Pierre. Constantinople, présentement en défaillance, pourrait, sans perdre l'honneur, s'incliner devant Rome, non devant Avignon. Là-dessus, vous le savez, je diffère tout à fait d'opinion. Le raisonnement serait juste, à condition que le pape lui-même ne s'expose pas à être plus faible encore à Rome qu'il ne l'est en province. Or, pour rentrer à Rome, il fallait d'abord, 3e dessein, se réconcilier avec l'empereur, ce qui fut entrepris par priorité. Voyons donc où nous en sommes de ces beaux projets. On s'est hâté contre mon conseil de couronner l'empereur Charles, élu depuis 8 ans, et sur lequel nous avions barre, tant que nous lui tenions haute la dragée de son sacre. À présent, nous ne pouvons plus rien sur lui. Il nous a remerciés par sa bulle d'or, que nous avons dû gober, perdant notre autorité non seulement sur l'élection à l'Empire, mais encore sur les finances de l'Église dans l'Empire. Ce n'est pas une réconciliation, c'est une capitulation. Moyennant quoi, l'empereur nous a généreusement laissé les mains libres en Italie, c'est-à-dire nous a fait la grâce de nous permettre de les poser dans un nid de frelons. En Italie, le Saint-Père a envoyé le cardinal Alvarez d'Albornoz, qui est plus capitaine que cardinal, pour préparer le retour à Rome. Albornoz a commencé par se cheviller à Cola di Rienzi, qui domina Rome un moment. Né dans une taverne du Trastevere, ce Rienzo était un de ces hommes du peuple à visage de César, comme il en surgit de temps en temps là-bas, et qui captive les Romains, en leur rappelant que leurs aïeux ont commandé à tout l'univers. D'ailleurs, il se donnait pour fils d'empereur, s'étant découvert bâtard d'Henri VII de Luxembourg, mais il resta seul de cet avis. Il avait choisi le titre de tribun, il portait toge de pourpre et siégeait au Capitole, sur les ruines du temple de Jupiter. Mon ami Pétrarque le saluait comme le restaurateur des antiques grandeurs de l'Italie. Ce pouvait être un pion sur notre damier, mais à avancer avec discernement, et non pas en misant tout notre jeu dessus. Il fut assassiné voici 2 ans, par les colonnes, parce qu'Albornoz tardait à lui envoyer secours. Maintenant tout est à reprendre. Et l'on n'a jamais été aussi loin de rentrer à Rome, où l'anarchie est pire que par le passé. Rome, il faut en rêver toujours et n'y retourner jamais. Quant à Constantinople, nous sommes très avancés en parole. L'empereur paléologue est prêt à nous reconnaître, il en a pris l'engagement solennel. Il viendrait jusqu'à s'agenouiller devant nous, s'il pouvait seulement sortir de son étroit empire. Il ne met qu'une seule condition, qu'on lui envoie une armée pour se délivrer de ses ennemis. Au point qu'il se trouve, il accepterait de reconnaître un curé de campagne contre 500 chevaliers et 1000 hommes de pied. Ah, vous aussi, vous vous en étonnez. Si l'unité des chrétiens, si la réunion des églises ne tient qu'à cela, ne peut-on expédier vers la mer grecque cette petite armée? Eh bien non, mon bon Archambault, on ne le peut point. Parce que nous n'avons pas de quoi l'équiper ni lui donner ses soldes. Parce que notre belle politique a produit ses effets. Parce que, pour désarmer nos détracteurs, nous avons résolu de nous réformer et de revenir à la pureté de l'Église des origines. Quelles origines? Bien audacieux celui qui affirme qu'il les connaît vraiment. Quelle pureté! Dès qu'il y eut 12 apôtres, il s'y trouva un traître. Et de commencer à supprimer les commandes et bénéfices qui ne s'accompagnent point de la cure des âmes. Les brebis doivent être gardées par un pasteur, non par un mercenaire. Et d'ordonner que soient éloignés des divins mystères ceux qui amassent richesse, faisons-nous semblables aux pauvres,
et d'interdire tout tribut qui proviendrait des prostituées et des jeux de dés. Mais oui, nous sommes descendus dans de tels détails. C'est que les jeux de dés poussent à prospérer des blasphèmes, point d'argent impur. Ne nous engraissons pas du péché, lequel, devenant meilleur marché, ne fait que croître et s'étaler. Le résultat de toutes ces réformations, c'est que les caisses sont vides, car l'argent pur ne coule qu'en très minces ruisseaux. Les mécontents ont décuplé, et il y a toujours des illuminés pour prêcher que le pape est hérétique. S'il est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, le cher Saint-Père en aura dallé un bon bout de chemin. Mon vénérable frère, ouvrez-moi toute votre pensée, ne me cachez rien, même si ce sont reproches que vous avez à formuler à mon endroit. Puis-je lui dire que s'il lisait un peu plus attentivement ce que le Créateur écrit pour nous dans le ciel, il verrait alors que les astres forment de mauvaises conjonctions et de tristes cadras sur presque tous les trônes, y compris le sien, sur lequel il n'est assis que tout précisément parce que la configuration est néfaste, car si elle était bonne, ce serait sans doute moi qui m'y trouverais. Puis-je lui dire que, lorsqu'on est en si piètre position sidérale, ce n'est point le temps d'entreprendre de renouveler la maison de fond en comble, mais seulement de la soutenir du mieux qu'on peut, telle qu'elle nous a été léguée, et qu'il ne suffit pas d'arriver du village de Pompadour en Limousin avec des simplicités de paysans pour être entendu des rois et réparer les injustices du monde. Le malheur du temps veut que les plus grands trônes ne sont point occupés par des hommes aussi grands que leur charge. Les successeurs n'auront pas la tâche facile. Il me dit encore, en cette veille de départ, serais-je donc le pape qui aurait pu faire l'unité des chrétiens et qui leur a manqué? J'apprends que le roi d'Angleterre assemble à Southampton 50 bâtiments pour passer près de 400 chevaliers et archers et plus de 1000 chevaux sur le continent. Je pense bien qu'il avait appris, c'était moi qui lui avais fait donner la nouvelle. C'est la moitié de ce qu'il me faudrait pour satisfaire l'empereur paléologue. Ne pourriez-vous, avec l'aide de notre frère, le cardinal Capocci, dont je sais bien qu'il n'a pas tous vos mérites et que je ne parviens pas à aimer autant que je vous aime, farine pour m'endormir, mais qui n'est pas sans crédit auprès du roi Édouard, ne pourriez-vous convaincre celui-ci, au lieu d'employer cette expédition contre la France? Oui, je vois bien ce que vous pensez. Le roi Jean, lui aussi, a convoqué son hoste, mais il est accessible au sentiment d'honneur chevaleresque et chrétien, vous avez du pouvoir sur lui. Si les deux rois renonçaient à se combattre pour dépêcher ensemble partie de leurs forces vers Constantinople, afin qu'elle puisse rallier le giron de la seule Église, quelle gloire n'en retirerait-il pas? Tentez de leur représenter cela, mon vénérable frère. Montrez-leur qu'au lieu d'ensanglanter leur royaume et d'amasser les souffrances sur leur peuple chrétien, ils se rendraient dignes des preux et des saints. Je répondis, très Saint-Père, la chose que vous souhaitez sera la plus aisée du monde, aussitôt que 2 conditions auront été remplies. Pour le roi Édouard qu'il ait été reconnu roi de France et sacré à Reims, pour le roi Jean que le roi Édouard ait renoncé à ses prétentions et qu'il lui ait rendu l'hommage. Ces 2 choses accomplies, je ne vois plus d'obstacle. Vous vous moquez de moi, mon frère, vous n'avez pas la foi. J'ai la foi, très Saint-Père, mais je ne me sens pas capable de faire briller le soleil la nuit. Cela dit, je crois de toute ma force que si Dieu veut un miracle, il pourra l'accomplir sans nous. Nous restâmes un moment sans parler, parce qu'on déversait un chariot de moellons dans une cour voisine et qu'une équipe de charpentiers s'était prise de bec avec les rouliers. Le pape abaissait son grand nez, ses grandes narines, sa grande barbe. Enfin, il me dit, au moins, obtenez d'eux qu'ils signent une nouvelle trêve. Dites-leur bien que je leur interdis de reprendre les hostilités entre eux. Si aucun prélat ou clerc s'oppose à vos efforts de paix, vous le privez de tous ses bénéfices ecclésiastiques. Et rappelez-vous que si les 2 rois persistent à se faire la guerre, vous pouvez aller jusqu'à l'excommunication. Cela est écrit dans vos instructions. L'excommunication est l'interdit. Après ce rappel de mes pouvoirs, j'avais bien besoin de la bénédiction qu'il me donna. Car, vous me voyez, Archambault, dans l'état où est l'Europe, excommunier les rois de France et d'Angleterre? Édouard aurait aussitôt libéré son église de toute obédience au Saint-Siège, et Jean aurait envoyé son connétable assiéger Avignon. Et Innocent, qu'aurait-il fait à votre avis? Je vais vous le dire, il m'aurait désavoué, et levé les excommunications. Tout cela, ce n'était que paroles. Le lendemain, donc, nous partîmes. 3 jours plus tôt, le 18 juin, les troupes du duc de Lancastre avaient débarqué à La Hague.
Quatrième partie. L'été des désastres. La chevauchée normande. Tout ne peut être tout le temps néfaste. Ah, vous avez noté, Archambault, que c'était l'une de mes sentences favorites. Et voyez, au sein de tous les revers, de toutes les peines, de tous les mécomptes, nous sommes toujours gratifiés de quelque bien qui nous vient réconforter. Il suffit seulement de le savoir apprécier. Dieu n'attend que notre gratitude pour nous prouver davantage sa mansuétude. Voyez, après cet été calamiteux pour la France, et bien décevant, je le confesse, pour mon ambassade, voyez comme nous sommes favorisés par la saison, et le beau temps que nous avons pour continuer notre voyage. C'est un encouragement du ciel. Je craignais, après les pluies que nous eûmes en Berry, de rencontrer l'intempérie, la bourrasque et la froidure à mesure que nous avancerions vers le nord. Aussi m'apprêtais-je à me calfeutrer dans ma litière, à m'emmitoufler de fourrure et à nous soutenir de vin chaud. Or, voici tout le contraire. L'air s'est adouci, le soleil brille, et ce décembre est comme un printemps. Cela se voit parfois en Provence, mais je n'attendais pas pareille lumière qui ensoleille la campagne, pareille tiédeur qui fait suer les chevaux sous les housses, pour nous accueillir à notre entrée en Champagne. Il faisait presque moins chaud, je vous assure, quand j'arrivai à Breteuil, en Normandie, au début de juillet, pour y trouver le roi. Car parti d'Avignon le 21 du mois de juin, j'étais le 12 juillet... Ah bon, vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit. Et le Capocci était malade, c'est cela, du train auquel je l'avais mené. Ce que le roi Jean faisait à Breteuil, le siège du château, au terme d'une courte chevauchée normande qui n'avait pas été pour lui un gros triomphe, c'est le moins qu'on puisse dire. Le duc de Lancastre, je vous le rappelle, débarque en Cotentin le 18 juin. Soyez attentifs aux dates, elles ont de l'importance en l'occurrence. Les astres, ah non, je n'ai pas étudié particulièrement les astres de ce jour-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'à la guerre, le temps et la rapidité comptent autant, et parfois plus, que le nombre des troupes. Dans les 3 jours, il fait sa jonction à l'abbaye de Montebourg avec les détachements du continent, celui que Robert Nols, un bon capitaine, amène de Bretagne, et celui qu'a levé Philippe de Navarre. Caligny l'a eux 3, Philippe de Navarre et Godefroy d'Harcourt n'ont guère avec eux plus d'une centaine de chevaliers. Nols fournit le plus gros contingent, 300 hommes d'armes, 500 archers, pas tous anglais d'ailleurs, il y a là des Bretons, qui viennent avec Jean de Montfort, prétendant au duché contre le comte de Blois, qui est l'homme des Valois. Enfin, Lancastre compte à peine 150 armures et 200 archers, mais il a une grosse remonte de chevaux. Lorsque le roi Jean connut ces chiffres, il eut un grand rire qui le secoua de la panse aux cheveux. Pensait-on l'effrayer avec cette piteuse armée? Si c'était là tout ce que son cousin d'Angleterre pouvait réunir, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter grandement. J'avais bien raison, vous voyez, Charles, mon fils, vous voyez, Audrehem, de ne pas craindre de mettre mon gendre en geôle. Oui, j'avais bien raison, de me moquer des défis de ces petits Navarres, puisqu'ils ne peuvent produire que si maigres alliés. Et il se donnait gloire d'avoir, dès le début du mois, appelé Lost à Chartres. N'était-ce pas bonne prévoyance? Qu'en dites-vous, Audrehem? Qu'en dites-vous, Charles, mon fils? Et vous voyez qu'il suffisait de convoquer le banc, et non l'arrière-banc. Qu'ils courent, ces bons Anglais, qu'ils s'enfoncent dans le pays, nous allons fondre sur eux et les jeter dans la bouche de Seine. On l'avait rarement vu si joyeux, m'a-t-on dit, et je le veux bien croire, car ce perpétuel battu aime la guerre, au moins en rêve. Partir, donner des ordres du haut de son destrier, être obéi, enfin, car à la guerre, les gens obéissent, en tout cas au départ. Laisser les soucis de finance ou de gouvernement à Nicolas Braque, à Loris, à Bussy et aux autres, vivre entre hommes, plus de femmes dans l'entourage, bouger sans cesse, manger en selle, à grosse bouchée, ou bien sur un talus de route, à l'abri d'un arbre déjà chargé de petits fruits verts, recevoir le rapport des éclaireurs, prononcer de grandes paroles, que chacun ira répétant, si l'ennemi a soif, il boira son sang, poser la main sur l'épaule d'un chevalier qui en rougit d'aise, jamais là, Boussicot, ta bonne épée fourmi, noble Coucy. Et pourtant, a-t-il remporté une seule victoire? Jamais. À 22 ans, désigné par son père comme chef de guerre en Hainaut, la belle appellation, chef de guerre. Il s'est remarquablement fait découdre par les Anglais. À 25 ans, avec un plus beau titre encore, à croire qu'il les invente, seigneur de la conquête. Il a coûté fort cher aux populations du Languedoc, sans réussir en 4 mois de siège à s'emparer d'Aiguillon, au confluent du Lot et de la Garonne. Mais à l'entendre, tous ces combats furent prouesses, quelque triste issue ils aient eue. Jamais homme ne s'est acquis tant d'assurance dans l'expérience de la défaite. Cette fois, il faisait durer son plaisir. Le temps pour lui d'aller prendre l'oriflamme à Saint-Denis, et sans se presser de gagner Chartres, déjà le duc de Lancastre, passé au sud de Caen, franchissait la Dive, et s'en venait dormir à Lisieux.
Le souvenir de la chevauchée d'Édouard III 10 ans plus tôt, et surtout du sac de Caen, n'était pas effacé. Des centaines de bourgeois oxy dans les rues, 40 000 pièces de draps raflées, tous les objets précieux enlevés pour l'outre-Manche, et l'incendie de la ville évité de justesse. Certes non, la population normande n'avait pas oublié, et elle montrait plutôt de l'empressement à laisser passer les archers anglais. D'autant plus que Philippe d'Évreux-Navarre et messire Godefroy d'Harcourt faisaient bien savoir que ces Anglais étaient des amis. Le beurre, le lait et les fromages étaient abondants, le cidre goulayant, les chevaux dans ces prés gras ne manquaient pas de fourrage. Après tout, nourrir 1000 Anglais un soir coûtait moins cher que payer au roi toute l'année ronde sa gabelle, son fouage et son impôt de 8 deniers à la livre sur les marchandises. À Chartres, Jean II trouva son host moins rassemblé et moins prêt qu'il ne le croyait. Il comptait sur une armée de 40 000 hommes, à peine en dénombrait-on le tiers. Mais n'était-ce pas assez, n'était-ce pas déjà trop, en regard de l'adversaire qu'il devait affronter? Et je ne paierai point ceux qui ne se sont pas présentés, ce sera tout avantage, mais je veux qu'on leur adresse remontrance. Le temps de s'installer dans son trèfle fleur-de-lysée et d'expédier ses remontrances, quand le roi veut, chevalier doit. Le duc de Lancastre, lui, était à Pont-Audemer, un fief du roi de Navarre. Il délivrait le château qu'un parti français assiégeait vainement depuis plusieurs semaines et renforçait un peu la garnison navarraise, à laquelle il laissait du ravitaillement pour 1 an. Puis, piquant au sud, il allait piller l'abbaye du Bec-et-Loing. Le temps pour le connétable, duc d'Athènes, de mettre un peu d'ordre dans la cohue de Chartres, car ceux qui s'étaient présentés piétinaient les blés nouveaux depuis 3 semaines et commençaient à s'impatienter. Le temps surtout d'apaiser les discordes entre les 2 maréchaux, Audrehem et Jean de Clermont, qui se haïssaient de bon cœur, et Lancastre déjà était sous les murs du château de Conches, dont il délogea les gens qui l'occupaient au nom du roi, et puis il y mit le feu. Ainsi les souvenirs de Robert d'Artois et ceux plus frais de Charles le Mauvais s'en allèrent en fumée. Il ne porte pas bonheur, ce château-là. Et Lancastre se dirigea sur Breteuil. À part Évreux, toutes les places que le roi avait voulu saisir dans le fief de son gendre étaient reprises l'une après l'autre. « Nous écraserons ces méchants à Breteuil », dit fièrement Jean II quand son armée put enfin s'ébranler. De Chartres à Breteuil, il y a 17 lieues. Le roi voulut qu'on les couvrît en une seule étape. Dès midi, il paraît qu'on commença à dégrener des traînards. Quand les hommes parvinrent fourbus à Breteuil, Lancastre n'y était plus. Il avait enlevé la citadelle, pris la garnison française et installé en sa place une troupe solide, commandée par un bon chef navarrais, Sanchez Lopez, auquel il laissait là aussi du ravitaillement pour 1 an. Prompt à se consoler, le roi Jean s'écria « Nous les taillerons à Verneuil, n'est-ce pas, mes fils ?» Le dauphin n'osait dire ce qu'il m'a confié ensuite, à savoir qu'il lui semblait absurde de poursuivre 1000 hommes avec près de 15 000. Il ne voulait point paraître moins assuré que ses frères cadets, qui tous se modelaient sur leur père et faisaient les ardents, y compris le plus jeune, Philippe, qui n'a que 14 ans. Verneuil, au bord de l'Avre, l'une des portes de la Normandie. La chevauchée anglaise y était passée la veille, tel un torrent ravageur. Les habitants virent arriver l'armée française comme un fleuve en crue. Messire de Lancastre, sachant ce qui déferlait vers lui, se garda bien de pousser vers Paris. Emmenant le gros butin qu'il avait fait en chemin, ainsi qu'un beau nombre de prisonniers, il reprit prudemment la route de l'Ouest. « Sur l'Aigle, ils sont partis sur l'Aigle », indiquèrent les vilains. Entendant cela, le roi Jean se sentit marqué par l'attention divine, vous voyez bien pourquoi. Mais non, Archambault, pas à cause de l'oiseau. Ah, vous y êtes, à cause de la truie qui file, le meurtre de M. d'Espagne. Là où avait été perpétré le crime, là même le roi arrivait pour accomplir le châtiment. Il ne permit pas à son armée de dormir plus de 4 heures. À l'Aigle, il allait rejoindre les Anglais et Navarrais, et ce serait l'heure, enfin, de sa vengeance. Ainsi, le 9 juillet, ayant fait halte devant le seuil de la truie qui file, le temps d'y ployer sa genouillère de fer, étrange spectacle pour l'armée, que celui d'un roi en prière et en pleurs sur une porte d'auberge. Il apercevait enfin les lances de Lancastre, à 2 lieues de l'Aigle, en lisière de la forêt de Tubeuf. Tout cela, mon neveu, venait de se passer quand on me le conta 3 jours après. « Lacéaume, formez bataille !» cria le roi. Alors, pour une fois d'accord, le connétable et les 2 maréchaux s'interposèrent. « Sire, » déclara rudement Audrehem, « vous m'avez toujours vu ardent à vous servir, et moi aussi, dit Clermont, mais ce serait folie de nous engager sur le champ. Il ne faut plus demander un seul pas à vos troupes. Depuis 4 jours, vous ne leur donnez point de répit, et ce jour même, vous les avez menés avec plus grande hâte que jamais. Les hommes sont hors de souffle. Voyez-les donc, les archers ont les pieds en sang, et s'ils n'avaient leur pique pour se soutenir, ils s'écrouleraient sur le chemin même. Ah, cette
piétaille, toujours, qui ralentit tout, dit Jean II, irrité. Ceux qui chevauchent ne valent pas mieux, lui répliqua Audrehem. Maintes montures sont blessées au garrot par leur charge, et maintes autres boîtes qu'on a pu referger. Les hommes d'armure, attentalés par la chaleur qu'il fait, ont le cul saignant. N'attendez rien de vos bannières avant qu'elles n'aient pris repos. Outre quoi, sire, renchérit Clermont, voyez en quel territoire nous irions attaquer. Nous avons devant nous une forêt dense où messire de Lancastre ses retraits. Il aura toute aisance de faire échapper son parti, cependant que nos archers vont s'empêtrer en taillis et nos lances chargées des troncs d'arbres. Le roi Jean eut un moment d'humeur méchante, pestant contre les hommes et les circonstances qui faisaient échec à sa volonté, puis il prit une de ces décisions surprenantes, pour lesquelles ses courtisans l'appellent le bon, afin que leur flatterie lui soit répétée. Il envoya ses 2 premiers écuyers, Pluyant du Val et Jean de Corquilleret, vers le duc de Lancastre, pour lui porter défi et lui demander bataille. Lancastre se tenait dans une clairière, ses archers disposés devant lui, tandis que des éclaireurs partout observaient l'armée française et repéraient des chemins de repli. Le duc aux yeux bleus vit donc arriver devers lui, escortés de quelques gendarmes, les 2 écuyers royaux qui arboraient pennon fleur-de-lysée à la hampe de leurs lances, et qui soufflaient en cornet comme des héros de tournoi. Entouré de Philippe de Navarre, de Jean de Montfort et de Godefroy d'Harcourt, il écouta le discours suivant que lui tint Pluyant du Val. Le roi de France arrivait à la tête d'une immense armée, alors que le duc n'en avait qu'une petite. Aussi proposait-il au dit duc de s'affronter le lendemain avec un même nombre de chevaliers de part et d'autre, 100 ou 50 ou même 30, dans un lieu à convenir et selon toutes les règles de l'honneur. Lancastre reçut courtoisement les propositions du roi qui se disait de France, mais n'en était pas moins partout réputé pour sa chevalerie. Il assura qu'il envisagerait la chose avec ses alliés, qu'il désignait de la main, car elle était trop sérieuse pour en décider seul. Les 2 écuyers crurent pouvoir déduire de ces paroles que Lancastre donnerait réponse le lendemain. C'est sur cette assurance que le roi Jean commanda de dresser son trèfle et plongea dans le sommeil, et la nuit des Français fut celle d'une armée ronflante. Au matin, la forêt de Tubeuf était vide. On y voyait des traces de passage, mais plus d'Anglais ni de Navarrais. Lancastre avait prudemment replié son monde vers Argentan. Le roi Jean laissa éclater son mépris pour ses ennemis sans loyauté, seulement bons au pillage quand ils n'avaient personne devant eux, mais qui s'éclipsaient dès qu'on leur offrait combat. Nous portons l'étoile sur le cœur, tandis que la jarretière leur bat le mollet. Voilà ce qui nous distingue. Ce sont les chevaliers de la fuite. Mais songea-t-il à les prendre en chasse? Les maréchaux proposaient de jeter les bannières les plus fraîches sur la voie de Lancastre. À leur surprise, Jean II repoussa l'idée. On eût dit qu'il considérait la bataille gagnée dès lors que l'adversaire n'avait pas relevé son défi. Il décida donc de revenir vers Chartres pour y dissoudre l'Ost. Au passage, il reprendrait Breteuil. Audrehem lui remontra que la garnison laissée à Breteuil par Lancastre était nombreuse, bien commandée et bien retranchée. « Je connais la place, sire, on ne l'enlève pas facilement. »« Alors pourquoi les nôtres s'en sont-ils laissés déloger ?» lui répondit le roi Jean. « Je conduirai le siège moi-même. » Et c'est là, mon neveu, que je le rejoignis, en compagnie de Capocci, le 12 juillet. Le siège de Breteuil. Le roi Jean nous reçut armés en guerre, comme s'il allait lancer l'assaut dans la demi-heure. Il nous baisa l'anneau, nous demanda nouvelles du Saint-Père, et sans écouter la réponse un peu longue, dissertante et fleurie dans laquelle Nicolas Capocci s'était engagé, il me dit « Monseigneur de Périgord, vous arrivez à point pour assister à un beau siège. Je sais la vaillance qu'on a dans votre famille et qu'on y est expert aux arts de la guerre. Les vôtres, toujours, ont très hautement servi le royaume, et si vous n'étiez prince d'église, vous seriez sans doute maréchal à mon hoste. Je gage qu'ici, vous allez prendre plaisir. » Cette manière de ne s'adresser qu'à moi, et pour me complimenter sur ma parentèle, déplut au Capocci, qui n'est pas de très haut lignage, et qui crut bon de dire que nous n'étions pas là pour nous émerveiller de prouesses de guerre, mais pour parler de paix chrétienne. Je sus aussitôt que les choses n'iraient guère entre mon collégat et le roi de France, surtout quand ce dernier eut vu mon neveu Robert de Durazzo, auquel il fit force amitié, le questionnant sur la cour de Naples et sur sa tante, la reine Jeanne. Il faut dire qu'il était très beau, mon Robert, tournure superbe, visage rose, cheveux soyeux, la grâce et la force tout ensemble, et je vis poindre dans l'œil du roi cette étincelle qui, ordinairement, luit au regard des hommes quand passe une belle femme. « Où prendrez-vous vos quartiers » demanda-t-il. Je lui dis que nous nous accommoderions dans une abbaye voisine. Je l'observai bien,
et le trouvait assez envieilli, épaissi, alourdi, le menton plus pesant sous la barbe peu fournie d'un jaune pisseux. Et il avait pris l'habitude de balancer la tête comme s'il était gêné au col ou à l'épaule par quelque limaille dans sa chemise d'acier. Il voulut nous montrer le camp où notre arrivée avait produit quelques remous de curiosité. « Voici sa sainte éminence, monseigneur de Périgord, qui nous est venu visiter, disait-il à ses bannerets, comme si nous étions venus tout exprès pour lui porter l'aide du ciel. » Je distribuais les bénédictions. Le nez de Capocci s'allongeait de plus en plus. Le roi tenait beaucoup à me faire connaître le chef de son ingénierie, auquel il semblait accorder plus d'importance qu'à ses maréchaux, ou même son connétable. « Où est l'archiprêtre? A-t-on vu l'archiprêtre? Bourbon, faites appeler l'archiprêtre !» Et je me demandais ce qui pouvait bien valoir le surnom d'archiprêtre au capitaine qui commandait les machines, mines et artillerie à poudre. Étrange bonhomme que celui qui vint à nous, monté sur de longues pattes arquées, prises dans des jambières et des cuisseaux d'acier. Il avait l'air de marcher sur des éclairs. Sa ceinture, très serrée sur le surcot de cuir, lui donnait une tournure de guêpe. De grandes mains aux ongles noirs, et qu'il tenait écartées du corps à cause des cubitières de métal qui lui protégeaient les bras. Une gueule assez louche, maigre, aux pommettes saillantes, aux yeux étirés, et l'expression goguenarde de quelqu'un qui est toujours prêt à s'offrir pour un quart de sol la figure d'autrui. Et pour coiffer le tout, un chapeau de Montauban à large bord, tout en fer, avançant en pointe au-dessus du nez avec 2 fentes pour pouvoir regarder à travers quand il baissait la tête. « Où étais-tu, l'archiprêtre? On te cherchait, dit le roi, qui précise à mon intention Arnaud de Servol, sire de Véline. Archiprêtre pour vous servir, monseigneur cardinal, ajoute l'autre d'un ton moqueur qui ne me plaît guère. Et soudain, je me rappelle, Véline, c'est de chez nous, Archambault, bien sûr, près de Sainte-Foy-la-Grande, aux limites du Périgord et de la Guyenne. Et le bonhomme avait bel et bien été archiprêtre. Un archiprêtre sans latin, ni tonsure, certes, mais archiprêtre quand même. Et d'où cela? Mais tout naturellement de Véline, son petit fief dont il s'était fait attribuer la cure, touchant ainsi à la fois les redevances seigneuriales et les revenus ecclésiastiques. Il ne lui en coûtait que de payer un vrai clerc, au rabais, pour assurer le travail d'église. Jusqu'à ce que le pape Innocent lui supprime son bénéfice, comme toutes autres commandes de cette nature, au début du pontificat. Les brebis doivent être gardées par un pasteur. Ce que je vous contais l'autre jour. Alors, envoler l'archiprêtrise de Véline. J'avais eu à connaître de l'affaire entre 100 de même sorte, et je savais que le gaillard ne portait pas la cour d'Avignon au plus haut de son cœur. Pour une fois, je dois dire, je donnais pleine raison au Saint-Père. Et je devinais que ce Servol n'allait pas lui non plus me faciliter les choses. L'archiprêtre m'a fait un fier travail à Évreux, et la ville est redevenue nôtre, me dit le roi, pour mettre en valeur son artificier. C'est même la seule que vous ayez reprise au Navarrais, sire, lui répondit Servol avec un bel aplomb. Nous en ferons autant de Breteuil, je veux un beau siège, comme celui d'Aiguillon, à ceci près que vous n'avez jamais pris Aiguillon, sire. Diantre, me dis-je. L'homme est bien en cours pour parler avec cette franchise. C'est qu'on ne m'en a point, hélas, laissé le temps, dit tristement le roi. Il fallait être l'archiprêtre, je me suis mis moi aussi à l'appeler l'archiprêtre, puisque tout le monde le nommait ainsi. Il fallait être cet homme-là, pour balancer son chapeau de fer et murmurer devant son souverain, le temps, 6 mois. Et il fallait être le roi Jean pour s'obstiner à croire que le siège d'Aiguillon, qu'il avait conduit dans l'année même où son père se faisait écraser à Crécy, représentait un modèle de l'art militaire, une entreprise ruineuse, interminable, un pont qu'il avait ordonné de construire pour approcher la forteresse, et dans un si bon emplacement que les assiégés l'avaient détruit 6 fois, des machines compliquées qu'on avait dû acheminer à grands frais et grande lenteur depuis Toulouse, et pour un résultat parfaitement nul. Eh bien, c'était là-dessus que le roi Jean fondait sa gloire et qu'il autorisait son expérience. En vérité, acharné comme il est à régler ses rancunes envers le destin, il voulait prendre à 10 ans de distance sa revanche d'Aiguillon et prouver que ses méthodes étaient les bonnes. Il voulait laisser dans la mémoire des nations le souvenir d'un grand siège. Et c'était pour cela que, négligeant de poursuivre un ennemi qu'il aurait pu battre sans beaucoup de peine, il venait de planter son trèfle devant Breteuil. Encore, s'adressant à l'archiprêtre, fort versé dans le nouvel usage des destructions par la poudre, on eût pu croire qu'il avait résolu de miner les murailles du château, comme on avait fait à Évreux. Mais non,
Ce qu'il demandait à son maître de l'ingénierie, c'était d'élever des constructions d'assaut qui permettraient de passer par-dessus les murs. Et les maréchaux et les capitaines écoutaient, pleins de respect, les ordres du roi, et s'affairaient à les accomplir. Aussi longtemps qu'un homme commande, fût-ce le pire imbécile, il y a des gens pour croire qu'il commande bien. Quant à l'archiprêtre, j'eus l'impression que l'archiprêtre se moquait de tout. Le roi voulait des rampes, des échafaudages, des beffrois, eh bien on lui en construirait, et l'on demanderait paiement en conséquence. Si ces appareils d'autrefois, ces machineries d'avant les pièces à feu, n'apportaient pas le résultat escompté, le roi n'aurait à s'en prendre qu'à lui-même. Et l'archiprêtre ne laisserait à personne le soin de le lui dire. Il avait sur le roi Jean cet ascendant qu'ont parfois les soudards sur les princes, et il ne se gênait pas pour en user, une fois que le trésorier lui avait aligné sa solde et celle de ses compagnons. La petite ville normande se transforma en un immense chantier. On creusait des retranchements autour du château. La terre retirée des fossés servait à établir des plateformes et des pentes d'assaut. Ce n'était que bruit de pelles et de charrois, grincement d'essieux, claquement de fouets et jurons. Je me serais cru revenu à Villeneuve. Les haches retentissaient dans les forêts avoisinantes. Certains villageois des parages faisaient leurs affaires s'ils vendaient de la boisson. D'autres avaient la mauvaise surprise de voir soudain 6 goujats démolir leur grange pour en emporter les poutres. Service du roi, c'était vite dit. Et les pioches de s'attaquer aux murs de torchis et les cordes de tirer sur les bois de colombage, et bientôt, dans un grand craquement, tout s'écroulait. Il aurait bien pu aller se planter ailleurs, le roi, plutôt que de nous envoyer ces malfaisants qui nous ôtent nos toits de dessus la tête, disaient les manants. Il commençait à trouver que le roi de Navarre était un meilleur maître et que même la présence des Anglais pesait moins lourd que celle du roi de France. Je restai donc à Breteuil un morceau de juillet, aux grandes dames de Capocci qui auraient préféré le séjour de Paris, moi aussi je l'eusse préféré, et qui envoyaient en Avignon des missives pleines d'acrimonie où ils laissaient entendre fielleusement que je me plaisais plus à contempler la guerre qu'à faire avancer la paix. Or, comment, je vous le demande, pouvais-je faire avancer la paix sinon en parlant au roi? Et où pouvais-je lui parler, sinon au siège dont il ne paraissait pas vouloir s'éloigner? Il passait ses journées à tourner autour des travaux en compagnie de l'archiprêtre. Il usait son temps à vérifier un angle d'attaque, à s'inquiéter d'un épaulement, et surtout à regarder monter la tour de bois, un extraordinaire beffroi sur roue où l'on pourrait loger force archers, avec tout un armement d'arbalètes et de traits à feu, une machine comme on n'en avait point vu depuis les temps antiques. Il ne suffisait pas d'en bâtir les étages, il fallait encore trouver assez de peaux de bœuf pour revêtir cet énorme échafaud, et puis construire un chemin dur et plat pour pouvoir l'y pousser. Mais quand elle serait prête, la tour, on verrait des choses étonnantes. Le roi me conviait souvent à souper, et là je pouvais l'entretenir. « La paix, me disait-il, mais c'est tout mon désir. Voyez, je suis en train de dissoudre mon hoste, gardant juste avec moi ce qu'il me faut pour ce siège. Attendez que j'ai pris Breteuil, et aussitôt après je veux bien faire la paix pour complaire au Saint-Père. Que mes ennemis me soumettent leurs propositions. » « Sire, disais-je, il faudrait savoir quelles propositions vous seriez prêt à considérer, celles qui ne seront pas contraires à mon honneur. » Ah, ça n'était pas tâche facile. Ce fut moi, hélas, qui eus à lui apprendre, car j'étais mieux informé que lui, que le prince de Galles rassemblait des troupes à Libourne et à la Réole pour une nouvelle chevauchée. Et vous me parlez de paix, monseigneur de Périgord. Précisément, sire, afin d'éviter que de nouveaux malheurs. Cette fois, je ne permettrai pas que le prince d'Angleterre s'ébatte en Languedoc comme il le fit l'an passé. Je vais convoquer l'hoste de nouveau pour le 1er août à Chartres. Je m'étonnais qu'il laissât partir ses bannières pour les rappeler une semaine plus tard. Je m'en ouvris discrètement au duc d'Athènes, à Audrehem, car tout ce monde venait me voir et se confiait à moi. Non, le roi s'obstinait, par un souci d'économie qui ne lui ressemblait guère, à renvoyer d'abord le banc qu'il avait appelé le mois précédent pour le rappeler avec l'arrière-ban. Quelqu'un avait dû lui dire, Jean d'Artois peut-être, ou une aussi fine cervelle, qu'il épargnerait ainsi quelques jours de solde, mais il aurait pris 1 mois de retard sur le prince de Galles. Ah oui, il lui fallait faire la paix, et plus il attendrait, moins elle serait négociable à sa satisfaction. Je connus mieux l'archiprêtre, et je dois dire que le bonhomme m'amusa. Le Périgord le rapprochait de moi. Il vint me demander de lui faire rendre son bénéfice. Et en quels termes? Votre innocent, le Saint-Père, mon ami, le Saint-Père, lui disais-je. Bon, le Saint-Père, si vous voulez, m'a supprimé ma commande pour le bon ordre de l'Église. Ah, c'est ce que l'évêque m'a dit.
Et quoi, croit-il donc qu'il n'y avait pas d'ordre à Véline avant lui? La cure des âmes, messire cardinal, vous pensez que je ne l'exerçais point? Il aurait fait beau voir qu'un agonisant trépassât sans les sacrements. À la moindre maladie, j'envoyais le tonsuré. Ça se paye, les sacrements. Et les gens qui passaient devant ma justice, amende. Ensuite, à confesse, et la taxe de pénitence. Les adultères, la même chose. Je sais comment ça se mène, moi, les bons chrétiens. Je lui disais, l'Église a perdu un archiprêtre, mais le roi a gagné un bon chevalier. Car Jean II l'avait armé chevalier l'an passé. Tout n'est pas mauvais dans ce Servol. Il a, pour parler des bords de notre Dordogne, des accents tendres qui surprennent. L'eau verte de la vaste rivière où se reflètent nos manoirs le soir, entre les peupliers et les frênes, les prairies grasses au printemps, la chaleur sèche des étés qui fait mûrir les orges jaunes, les soirs qui sentent la menthe, les raisins de septembre où nous mordions, enfants, dans des grappes chaudes. Si tous les hommes de France aimaient leur terre autant que l'aime cet homme-là, le royaume serait mieux défendu. Et je finis par comprendre les raisons de la faveur dont il jouissait. D'abord, il avait rejoint le roi dans la chevauchée de Saintonge, en 51, une petite équipée, mais qui avait permis à Jean II de croire qu'il serait un roi victorieux. L'archiprêtre lui avait amené sa troupe, 20 armures et 60 sergents de pied. Comment les avait-il pu rassembler à Véline? Toujours est-il que cela formait une compagnie. 1000 écus d'or, réglés par le trésorier des guerres, pour le service d'une année. Cela permettait au roi de dire « Nous sommes compagnons de longtemps, n'est-ce pas vrai, l'archiprêtre ?» Ensuite, il avait servi sous Monsieur d'Espagne, et, malin, ne manquait jamais de le rappeler devant le roi. C'était même sous les ordres de Charles d'Espagne, dans la campagne de 53, qu'il avait chassé les Anglais de son propre château de Véline et des terres avoisinantes, Montcarret, Montaigne, Montravel. Les Anglais tenaient Libourne, et il y avait grosse garnison d'archers. Mais lui, Arnaud de Servol, tenait Sainte-Foy, et n'était pas disposé à se la laisser enlever. Je suis contre le pape parce qu'il m'a ôté mon archiprêtrise, je suis contre l'anglais parce qu'il a ravagé mon château, je suis contre le navarrais parce qu'il a oxy mon connétable. Ah, que n'ai-je été à l'aigle auprès de lui pour le défendre! C'était baume pour les oreilles du roi. Et puis, enfin, l'archiprêtre excelle aux nouveaux engins à feu. Il les aime, il les apprivoise, il s'en amuse. Rien ne lui plaît tant, il me l'a dit, que d'allumer une mèche après de souterraines préparations, et de voir une tour de château s'ouvrir comme une fleur, comme un bouquet, projetant dans l'air hommes et pierres, pics et tuiles. À cause de cela, il est entouré, sinon d'estime, du moins d'un certain respect, car beaucoup, parmi les plus hardis chevaliers, répugnent à s'approcher de ces armes du diable, que lui manie comme en se jouant. Il y a des gens ainsi, chaque fois qu'apparaissent de nouveaux procédés de guerre, qui en ont le sens immédiat et se font une réputation de leur emploi. Alors que les valets d'armes, les mains sur les oreilles, courent se mettre à l'abri, et que même les barons et les maréchaux reculent prudemment, Servol, une lumière amusée dans l'œil, regarde rouler les barils de poudre, donne des ordres nets, enjambe les fougasses, se coule dans les sapes en rampant sur ses cubitières, ressort, bat tranquillement le briquet, prend son temps pour gagner un angle mort ou s'accroupir derrière un muret, tandis que part le tonnerre, que la terre tremble et que les murs s'entr'ouvrent. Pareille tâche exige des équipes solides. Servol a formé la sienne, des brutes habiles, des amateurs de massacre, ravis de répandre la terreur, de briser, de détruire. Il les paye bien, car le risque vaut salaire. Et il va flanquer de ses 2 lieutenants qu'on croirait choisis pour leur nom, Gaston de la Parade et Bernard d'Orgueil. Entre nous, le roi Jean aurait mieux employé ces 3 artificiers-là, Breteuil serait tombé en une semaine. Mais non, il voulait son beffroi roulant.